Cosmopoly. 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 Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Cosmopoly. Alors il ne vous aura pas échappé que dans cette émission, nous nous exprimons en français, enfin en essai en tout cas, l'une des 3 langues officielles du Grand-Duché. Incontournable, dominante, trop présente ou alors au contraire en déclin. On va essayer de savoir quelle est la place de la langue française dans la société luxembourgeoise d'aujourd'hui avec nos invités. Martine Molitor, vous êtes coordinatrice de la communication et des relations avec les partenaires de l'éducation pour le ministère de l'Éducation et premier conseiller de gouvernement, surtout, j'aurais dû commencer par là. Laura Hengs, vous êtes directrice adjointe de l'Institut national des langues au Luxembourg. Bonjour. Sergio Ferreira, vous êtes membre de l'ASTI. On va beaucoup parler de l'ASTI dans cette émission et d'un rapport paru il y a quelques mois. Quant à vous, Alex Montero, votre langue, c'est le rire, même si c'est bien de français qu'il s'agira dans votre chronique. C'est bien ça ? C'est bien ça, bonjour. Ouf. À mes côtés également, Rosa Clemente et Gaël Arellano de la rédaction de RTL, des purs produits du Luxembourg, multilingues avant d'être francophones. Muchas gracias d'être là. Oui, Gaël, vous rentrez tout juste du Chili. De nada. Alors, je ne vous cache pas qu'il sera donc beaucoup question de ce fameux rapport de l'ASTI, paru en octobre dernier dans cette émission. On peut y lire, en introduction, que la langue française se porte mal dans notre pays. Alors, un premier tour de table et une réponse très courte, d'accord ou pas d'accord. Je commence par vous, Martine. Je peux parler de la situation de la langue française dans les écoles. Pour nous, la langue française, c'est une langue très importante. On a un tiers de notre population scolaire qui est proche de la langue française. Et pour nous, c'est une grande importance de diversifier notre système scolaire pour vraiment adapter au mieux la situation des élèves à leur langue dans laquelle ils se sentent mieux et dans laquelle ils peuvent bien se développer. On verra si ça satisfait M. Ferreira. Que diriez-vous de cette affirmation, Mme Hengs ? Pour nous, en ce moment, c'est aussi la langue la plus demandée. Ah, d'accord. Sergio, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec ce que j'ai dit, c'est votre rapport. Elle se porte mal, bien évidemment. Elle se porte aussi très bien dans certains endroits. Et c'est ce que nous voudrions attirer aussi l'attention. C'est ce paradoxe qu'on en parlera certainement plus en avant. Alex, vous, le français, c'est votre langue pivot ? C'est comme les autres langues. En fait, je suis né ici comme vos camarades, donc j'en parle trop pour se la péter en Alors, vous, Rosa, on verra que c'est un cas particulier, on verra un peu plus tard, mais quel est votre... Est-ce que vous avez l'impression que le français est moins présent que quand vous étiez petite, par exemple ? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que ça fait partie du quotidien. Ok. Gaël ? Alors je pense que la langue française est très présente, mais éventuellement je suis assez d'accord avec une partie du rapport de l'ASTI, c'est qu'il y a une connotation assez négative à la langue française ces dernières années, et comme on a dit, on va en reparler plus tard. Ah bah justement Gaël, ça tombe bien que vous ayez la parole, parce que pour lancer les hostilités entre guillemets, je me tourne vers vous, un de mes collaborateurs de la rédaction de RTL Info, rédaction francophone certes, mais vous êtes certainement, Gaël, le plus polyglotte d'entre nous. Le plus poli, ça dépend des fois, parce qu'il paraît que vous n'aimez pas perdre au football. Mais le plus polyglotte, ça c'est indiscutable. Donc pour vous, le français, c'est une langue parmi d'autres ? Alors, pas d'hostilité de mon côté, c'est plutôt quelque chose de positif. Ma chronique va plutôt dans le sens... du multilinguisme, donc je me lance, donc déclin ou pas de la langue française au Luxembourg, force est de constater qu'elle n'a plus le même attrait. Les raisons sont multiples et diverses et ont très souvent des implications personnelles, une mauvaise expérience au supermarché, un échange bâclé au guichet d'une banque ou d'un ministère, un bonjour au lieu de moyenne peut suffire à vexer les plus susceptibles des résidents. La preuve qu'aujourd'hui il en faut très peu pour construire une opposition entre la langue française et la langue luxembourgeoise, et c'est bien dommage puisque le multilinguisme est sans aucun doute un des grands atouts du Grand-Duché. Vivre et étudier ici signifie que l'on maîtrise au minimum 3 langues, dont le français. Pour la plupart des Luxembourgeois, ce chiffre s'élève même à 4, 5 ou 6, une force et un argument de taille au moment de se lancer dans la vie professionnelle, par exemple. Car dans beaucoup d'autres pays européens, le multilinguisme, c'est pas forcément une priorité. Clin d'œil à nos voisins français, d'ailleurs. Et hors Europe, le panorama est encore très différent. Vous l'avez mentionné, je reviens tout juste du Chili. J'ai expérimenté ce que tous les Luxembourgeois expérimentent lorsqu'ils voyagent,
apprentissage, l'extase des locaux lorsqu'ils apprennent que l'on maîtrise autant de langues, luxembourgeois, français, anglais, allemand et pour ma part l'espagnol. C'est simple, quand on leur dit, ils ont du mal à y croire, ils nous testent même. C'est dire le tour de force accompli par le Luxembourg qui exporte régulièrement des talents capables de s'exprimer dans plusieurs langues. Je pense notamment au journaliste Philippe Crowder, comme vous préférez le prononcer. Crowder. Voilà, qui a fait le buzz aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça pour son polyglottisme. J'ai eu du mal sur celle-là. Si vous me demandez mon avis, il serait bien dommage que l'on change de cap, surtout dans un contexte où la mode est au repli sur soi et au nationalisme à outrance. Merci Gaël. Alors on le salue, Philippe Crowder. C'est vrai qu'on l'a interviewé quelques fois et il a fait le tour du monde avec ses vidéos. Il a fait beaucoup pour la promotion du Luxembourg et son multilinguisme. Alors vous aurez compris qu'un rapport publié en octobre 2025 par l'ASTI, intitulé « Langue française au Luxembourg, entre déclin et défi pour le vivre ensemble », pose un certain nombre de questions sur la situation et l'avenir de la langue française dans le pays. Je rappelle que l'ASTI est l'association de soutien aux travailleurs immigrés ici au Luxembourg. Alors avant d'évoquer le contenu de ce document, Sergio, je vous propose d'écouter cette petite archive. En fait, c'est une double archive audio qui est intéressante. D'abord, il y a un extrait de film, un film qui s'appelle Mum Sweet Mum, réalisé en 1989, donc ça remonte, par George Fauch, Maisie Hausmer et Paul Scheuer. Et elle sera suivie d'un court extrait d'interview d'un de nos reportages. Je vous laisse écouter d'abord. Schwatzt ihr kein Luxembourgisch? C'est pas la peine, tout le monde parle français. Les immigrés venant de pays latins avaient plus de facilité d'apprendre le français que l'allemand. Et de toute façon, comme le luxembourgeois n'était pas encore considéré comme vraie langue, on leur disait d'apprendre le français comme langue d'intégration. Tu vas chez ton grand-père. Tu vas chez ton grand-père. Oui, maman. Oui, maman. Voilà, on vient d'entendre le sociologue Fernand Fellen qui nous avait accordé un entretien, ça remonte à 2021, notamment au sujet de l'accueil des immigrés à partir des années 60. On vient d'entendre un petit extrait de leçon. Ça vous évoque quoi ce qu'on vient d'entendre, Sergio ? Ça évoque tout d'abord des gens comme M. Fellen qui se penchent sur le sujet depuis pas mal d'années. Ça évoque aussi les évolutions de la langue française et la façon dont elle a été utilisée par le passé, dont elle est utilisée aujourd'hui. Et ce qui nous occupe plutôt que préoccupe, mais ça nous préoccupe quand même un peu, c'est aussi l'avenir de la langue française dans cette société que, pour nous, est clairement une société où le multilinguisme, et je pourrais souscrire tout ce que votre chronique a dit, et c'est d'ailleurs ce qu'on disait dans le communiqué aussi qui a accompagné la divulgation de la brochure, c'est que la préoccupation est sur le multilinguisme. Et le français a eu des places très différentes dans notre société, des unes plus prestigieuses que d'autres, et aujourd'hui il y a un paradoxe, et c'est sur ce paradoxe qu'on voulait attirer l'attention, surtout en ce qui concerne la perception sur la langue française. On est tous confrontés avec ces tensions qui ont été bien évoquées ici, et c'est précisément pour générer un débat, une discussion ouverte, sans tabou, sans trop de repli, précisément, et pour essayer de comprendre que, à nos yeux, il y a besoin qu'on discute de cela, du multilinguisme et des places des différentes langues. On sait que c'est un sujet passionnant au Luxembourg, dès qu'on parle langue, et les pétitions qu'il y en a à répétition à la Chambre des députés, on montre aussi. Et à nos yeux, il faut que ce débat se fasse d'une façon dépassionnée, mais d'une façon qui puisse aussi évoluer ce multilinguisme qui, de toute façon, que nous, associations, sociétés civiles, institutions étatiques ou autres, qu'on n'accompagne pas, il évolue. Et dans le cas du français, il y a une évolution qui, à nos yeux, est dans certains aspects préoccupante, tout en étant une langue qui est de plus en plus demandée et utilisée. Alors, vous parlez de tension. Qu'est-ce que la langue française cristallise de négatif au Grand-Duché ? Alors, elle cristallise aujourd'hui pour nous deux choses, clairement. C'est que d'un côté, c'est vu comme la langue des immigrés, et d'un autre côté, c'est vu aussi comme la langue des élites. Ce qui peut paraître un paradoxe, mais qui a des explications qui ont à voir aussi avec la composition démographique de ce pays qui a énormément changé. Et elle est vue parfois comme la langue des Portugais qui viennent travailler, ou maintenant des réfugiés, ou d'autres qui viennent. Et en même temps, de ces élites françaises qui viennent chez nous et qui veulent nous imposer cette langue dont on ne maîtrise pas. Donc il y a
ce paradoxe, il y a ces images négatives, mais il n'y a pas que ça. Et c'est précisément ce que nous voudrions aussi qu'on puisse discuter. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien faire réagir Martine Molitor sur un extrait de ce rapport, de ce document dans lequel on peut lire qu'un groupe de travail a rapporté que des élèves se faisaient déconseiller de s'inscrire dans une classe francophone, hein, c'est écrit, que ce choix constituerait un gâchis, qu'il serait une perte d'opportunité, qu'il aurait des conséquences négatives pour leur chance de continuer leurs études, voire d'accéder à un emploi. Qu'est-ce que ça vous évoque, Madame Molitor, Martine, si je peux me permettre? Nous, on constate quand même que la diversité de la société fait un reflet aussi dans nos écoles. La population scolaire est très diverse et la langue française a une grande importance dans nos écoles. Je ne peux pas voir une aversion contre des classes francophones. Au contraire, notre mission, c'est de donner à chaque enfant la place à l'école pour bien se développer et surtout aussi pour se sentir à l'aise. Et la langue ne peut pas être une barrière au développement. La langue est un facteur très important pour se sentir à l'aise. Et on constate que beaucoup d'enfants sont quand même, se sentent plus à l'aise s'ils sont proches de la langue française. Voilà pourquoi qu'on est quand même toujours en train d'adapter la diversité de notre système scolaire. Quand je pense à l'école fondamentale, on est tout au début d'une grande réforme qui débute la rentrée prochaine avec l'alphabétisation en français. Je voulais en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que vous faites bien de le mentionner. Je vais juste encore faire le constat que le volume des classes francophones, même au secondaire, est toujours en train de monter parce que c'est une véritable demande quand on veut vraiment donner des chances à tous nos élèves. D'accord, donc si je comprends bien, votre explication de ce qui est évoqué dans le rapport, ça vient plutôt du fait que le pays est très morcelé et c'est une accumulation de cas particuliers, si je comprends bien, enfin on peut l'interpréter comme ça. Ce document de l'ASTI, Sergio, il est présenté, il n'est pas présenté, ça je le précise, il n'est pas présenté comme un document scientifique. Pas du tout. Non, alors pas du tout. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Donc c'est aussi simple que ça. Il y a des questions d'éducation ont occupé l'ASTI dès son origine en 1979. C'était même un des déclencheurs de la création de l'association. Parce qu'à cette époque, au moment où il venait notamment plus de Portugais, où la réunification familiale qui était prévue dans un corps de main-d'œuvre qui existait avec le Portugal, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc des familles avec enfants viennent et commencent à avoir des problèmes au système d'enseignement luxembourgeois. Bien évidemment que la situation a énormément évolué et l'ASTI, d'ailleurs, a applaudi plusieurs réformes qui ont été faites ces dernières années, qui vont dans ce sens d'augmenter l'offre diverse à une population qui, elle, est aussi très diverse. Pour ce qui est du départ de cela, c'est que dans un GT éducation qu'on a depuis des années, il y a quelqu'un qui est une jeune professeure au lycée qui nous a apporté plusieurs cas où elle était complètement pas mise de côté, mais très fortement conseillée de ne pas aller vers cette voie. Et c'était l'élément déclencheur, on s'était dit, qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Parce qu'il y a aussi des retours très positifs, il y a des retours négatifs. Et donc, on a essayé de rassembler autour de la table pendant plusieurs séances des chercheurs, M. Fellen en a participé à une d'elles, par exemple, des professeurs, des élèves, des parents, des scientifiques, des personnes qui forment les profs de français eux-mêmes. Et l'idée était de voir exactement est-ce que ce constat d'un certain désamour d'un côté est vrai ou pas ? Est-ce qu'on peut quand même essayer de voir certains indices qui sont là derrière pour dire il faut peut-être qu'on essaie de faire quelque chose, par exemple, dans la langue véhiculaire des classes. Ce qui se passe très souvent, c'est que si la langue véhiculaire est le français ou même l'allemand, parce que l'allemand aussi a ses dangers, on pourra l'année prochaine peut-être nous consacrer à la langue allemande, parce que c'est le multilinguisme qui nous préoccupe. Mais par exemple, quand la langue véhiculaire devrait être le français ou l'allemand et le prof passe au luxo, pour faciliter la tâche aux élèves, bien évidemment, du point de vue pédagogique, du point de vue de l'enseignement de la langue elle-même, il y a des difficultés là. Et la langue française est très souvent vue plutôt par les jeunes, et surtout les jeunes luxembourgeois, comme une
quelque chose auquel je suis obligé, mais dont j'ai aucun intérêt parce que je ne vais pas l'utiliser très souvent dans ma vie courante, sauf au restaurant et éventuellement à la boulangerie. Et c'est ce dépassement de cet utilitarisme de la langue française qu'on voit un peu, qu'on voudrait rendre attentive et que peut-être on pourrait avoir d'autres moyens de la promouvoir et de la rendre plus attractive, notamment pour les jeunes générations. Alors je vous donne la parole dans un instant, Martine, mais je veux juste faire réagir des gens qui ont grandi au Grand-Duché, qui sont autour de cette table. Vous avez employé le terme de désamour. Et ça, on s'était posé la question, même dans un reportage d'RTL Info il y a l'année dernière, est-ce que les jeunes aiment toujours autant apprendre le français ? Alors, vous êtes de génération intermédiaire, on va dire, entre les très jeunes et moi, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de ce désamour ? Je commence par vous, Rosa. Eh bien, je ne veux pas dire que je suis un cas particulier, mais peut-être je ne suis pas tout à fait le stéréotype des Portugais ici au Luxembourg. J'ai de la nationalité portugaise, je suis née au Portugais, j'ai fait mon école ici au Luxembourg. Par contre, je ne suis pas une Portugaise qui a grandi très francophone. J'étais très germanophone, je regardais la télé allemande, j'étais dans un lycée, l'Athénée en ville, donc un lycée très très luxembourgeois. Et oui, je comprends que le français pour moi c'était la langue, oui, que je parlais à la boulangerie ou je sais pas dans un supermarché. Et donc j'ai grandi avec le français littéraire que j'ai appris à l'école et le moment où j'ai été confrontée un peu plus à ce français familier qu'on parle en groupe. Un peu plus tard dans ma vie, j'étais un peu débordée parce que je comprenais pas des expressions familières françaises. Et là, manque de connexion à la culture, peut-être un peu. Peut-être aussi. Et là, je dis que c'est dommage. Je me sentais un peu... Bon, déjà, je correspondais pas tout à fait au cliché portugais qui est très francophone à la base ou qui, les années d'avant, où je pense, grandissait en fait très francophone. Vous êtes exceptionnelle, Rosa. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs comme moi. Mais oui, et je me sentais un peu... Oui, bon, là, il faudrait peut-être avoir déjà à l'avance eu ce contact ou avoir... peut-être eu plus d'opportunités et plus de volonté de parler plus le français aussi dans le quotidien, plus que chez le boulanger ou au supermarché. Et donc, oui, parce que je trouve que c'est très bien d'avoir toutes ces langues et de les parler fréquemment. Alex, vous avez souffert, vous, en apprenant le français ? C'est ce qui m'a sauvé, moi, personnellement, contrairement à ce que dit Rosa. Moi c'était le portugais à la maison et puis beaucoup le français à la cour, etc. Parce que dans mon école, j'allais dans ma classe, dans mon école, on était une grande majorité d'étrangers et beaucoup de portugais. Et c'est vrai que c'était le français. Et par contre, je vois la différence avec mon fils aujourd'hui qui a 11 ans. Le français... c'est pas tant qu'il est, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Donc j'essaye de le motiver. Gaël, vous ? Alors moi, je suis un cas particulier puisque j'ai fait mes études à l'école européenne. Donc moi, forcément, j'ai été entouré d'autres nationalités, d'autres personnes qui parlaient donc anglais, espagnol, portugais. Le français, c'était une des langues parmi les autres. Donc si vous voulez, ça n'a jamais été quelque chose qui dérangeait. C'est-à-dire que quelqu'un parlait une autre langue, en fait, ça forçait plutôt à faire l'effort d'aller apprendre l'autre langue. D'ailleurs, je ne pourrais jamais dire assez de bonnes choses par rapport à l'école européenne à ce sujet-là, parce que déjà, le Luxembourg nous donne les bases pour être très, très... apte à parler plusieurs langues, agile. Mais en plus de ça, l'école européenne, ça nous a permis une ouverture aussi, au niveau de nos mentalités, parce que effectivement, quand je sortais du cadre de l'école européenne et que j'allais jouer au foot dans le club du coin, etc., là, c'était quand même plus difficile. Déjà à l'époque, je constatais un peu pourquoi. C'est un peu la question, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on apprenne le français ? On est au Luxembourg, à quoi sert le français, etc., etc. Et je pense aussi, je suis assez d'accord avec Lasti à ce niveau-là, je pense que ce sentiment s'est un peu renforcé avec les années. Alors, j'ai pas oublié que je dois redonner la parole à Martine, mais je me tourne vers vous, Laura, juste pour votre expérience personnelle à vous aussi. Donc je suis aussi allée à l'école européenne. Donc je rejoins l'idée de Gaël que ça ouvre quand même l'esprit. Donc, Martine, je vous ai interrompu. Vous n'avez pas perdu le fil parce qu'il s'est dit beaucoup de choses depuis. Je vous donne la parole.
Vous avez dit un élément important, c'est le plaisir d'apprendre une langue ou la motivation d'apprendre une langue, quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Voilà pourquoi on est toujours en train aussi d'adapter le choix des manuels scolaires, manuels didactiques, pour vraiment, quand je pense au nouveau matériel de français, qui mise beaucoup plus sur l'oral, sur la façon ludique d'apprendre le français, pas fixé sur la grammaire, le vocabulaire tout d'abord avant de parler, mais vraiment de commencer à parler une langue, à chanter des chansons dans une langue pour avoir une approche positive par rapport à une nouvelle langue, parce que je trouve une approche positive aide à se sentir à l'aise et à être motivé et surtout aussi à participer dans les cours. Ouais. Alors, on voit que le Luxembourg est un pays complexe. D'ailleurs, Rosa, vous êtes un élément de cette complexité, parce que vous l'avez dit vous-même, vous êtes finalement un cas particulier. C'est assez étonnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes générations issues de la communauté portugaise, pour qui le français n'est plus, on va dire, la langue d'entrée, la langue qui permet de finalement se faire une place ici dans ce pays? Parce que vous, c'est plutôt l'allemand, hein, si j'ai bien compris. Donc vous êtes plus Oktoberfest que fête de la Mirabelle, quoi, si je comprends bien. C'était plutôt le luxembourgeois, oui, le luxembourgeois et le portugais, en fait, et l'allemand, oui, de préférence, parce que je lisais plutôt des livres en allemand, je regardais la télé allemande un peu. Certainement aussi à cause de mon entourage, j'avais beaucoup d'amis luxembourgeois, même s'il y avait aussi des enfants étrangers dans ma classe, mais on parlait beaucoup ou bien en portugais, entre nous les portugais, mais aussi en luxembourgeois, et ça a suivi par le lycée, qui était un lycée où il y avait vraiment, à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais l'Athénée à l'époque, il avait certainement beaucoup moins d'étrangers, donc moi je pense que c'est une façon dont on grandit, on est habitué à ça. Par contre, j'ai toujours bien aimé la langue française et surtout, par exemple, aussi bien la littérature française que la musique française. Mais c'est vraiment une question de ce qu'on parle avec son groupe père. Je dis toujours bien en famille, avec ses amis ou dans son temps social dehors. Donc oui, je pense que là, on évolue beaucoup dans la langue et surtout, on la voit beaucoup plus appartenant à soi-même, si on la parle comme ça. Jérôme, si vous permettez... Je vous en prie. Je voudrais juste dire que tous les cas sont particuliers. Et je peux donner un exemple personnel, je n'aime pas trop, mais bon, mais c'est pour illustrer cela. J'ai 2 filles jumelles. Elles sont toutes les deux dans les années terminales des lycées. L'une s'est orientée vers la filière francophone, l'autre vers la filière germanophone. Pourquoi ? Parce que parfois, il suffit d'un prof qui vous motive, et je crois que les efforts que le ministère de l'Éducation est en train de faire depuis des années, on ne les critique pas, au contraire, on les applaudit. Parce qu'effectivement, il y a une préoccupation d'aller vers l'élève plus que one size fits all. Et c'était un peu le problème du système d'enseignement luxembourgeois, c'est que tout le monde devrait se caser à un modèle unique. Alors que, et on le sait de plus en plus, que chaque enfant peut apprendre à son rythme même. Je dirais qu'on pourrait aller même beaucoup plus loin, mais je crois que la société n'est pas prête non plus pour cela. Mais c'est un exemple pour dire que chaque individu a une expérience personnelle avec une langue. Et il suffit parfois qu'un prof lui motive avec une chanson de rap à la fois de lui montrer du Jacques Brel, que j'aime bien d'ailleurs, mais ça suffit cela. Ou l'allemand, la même chose. Il suffit qu'il découvre Rilke d'une façon beaucoup plus intéressante et festive pour qu'il se passionne. Et c'est exactement ce qu'on veut attirer aussi l'attention. C'est que chaque moment que nous passions, ou les enfants passent, ou les jeunes passent à l'école, c'est un moment extraordinaire pour qu'on puisse les motiver à apprendre une langue, 2 langues, 3 langues. Et je crois qu'ici, autour de la table, surtout avec les jeunes qui sont nés ici et qui ont grandi ici, et les moins jeunes aussi, c'est absolument extraordinaire de pouvoir, à 12 ans, parler 5 langues, par exemple. Et c'est ça notre force. Et ce que nous voudrions dire par là, c'est, dans ce cas précis, c'est l'allemand, mais il y en a des risques pour les 2 autres langues officielles aussi. Il y en a d'autres risques. C'est de dire, ne perdons pas cette richesse. C'est elle qui nous a permis aussi, du point de vue économique, d'avoir cette situation qu'on a aujourd'hui. Le fait qu'on soit multilingue, vous parliez de l'exportation de
journaliste, prenons l'exemple du président de la Commission européenne. Combien il y en a eu luxembourgeois, au moins 3 que je compte. Pourquoi ? Une des raisons, c'est le multilinguisme. Cette capacité, et ce que Gaël disait par rapport à l'école européenne et à l'ouverture d'esprit, ça se passe exactement la même chose aussi à l'école luxembourgeoise pure et dure, si on peut le dire comme ça. Depuis 40 ans, chaque personne qui passe par l'école luxembourgeoise a les langues, mais il y a aussi la population très diverse. Et c'est cette ouverture qu'on voudrait qu'on maintienne. Et pas une fermeture et un repli comme on voit souvent. Alors on va en parler, je précise juste que Jacques Brel, symbole de la chanson française, était belge. Marie Molitor, je le disais en début d'émission, vous êtes premier conseiller de gouvernement, donc vous communiquez beaucoup autour des réformes du ministère de l'Éducation nationale, et vous avez un ministre en poste depuis 2013, donc vu d'un Français comme moi, c'est une véritable performance. 13 ans dans un ministère, vous savez qu'en France, les ministres sont tellement éphémères qu'on évalue leur âge sur le même mode que les chats, désormais. Donc on multiplie par 7, quoi. Donc en âge chat-ministre, Claude Maïch a 91 ans, vous pourrez lui dire. Donc c'est vrai que c'est une performance. Donc plus sérieusement, le fait qu'un ministre soit en poste depuis si longtemps, dans un ministère aussi important, incontournable que l'éducation, déjà qu'est-ce que ça a de positif et puis comment on adapte les réformes au fil du temps? Déjà, le fait d'avoir un même ministre pendant 3 périodes législatives, ça nous permet aussi d'avoir une certaine continuité dans nos réformes et dans nos lois. Je suis de base aussi enseignante, je viens de l'école fondamentale et un changement de législature, ça perturbe toujours le terrain, ça perturbe les enseignants qui ont leur mission et 3 périodes législatives nous permettent vraiment d'investir dans une continuité du système éducatif et les langues, la diversité, l'investissement dans la diversité de notre système scolaire, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, je reviens sur cette réforme de l'école fondamentale parce que ça va quand même dans le sens de ce que réclame un peu l'ASTI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente depuis cette rentrée ? Le projet a commencé quand même, déjà le fait d'introduire une réforme si grande, parce que ça va quand même changer beaucoup. C'est un grand éclat dans notre système scolaire d'introduire une telle réforme. Donc on a progressé par des écoles pilotes qu'on accompagne depuis des années pour vraiment bien observer les résultats de cette alphabétisation en française qu'on introduit à côté de l'alphabétisation en allemand. Je veux juste préciser que l'alphabétisation en allemand n'est pas abolie, elle existe toujours. C'est un choix. C'est un choix des élèves, des parents, c'est un choix que les parents prennent ensemble avec l'enseignant. Déjà aussi à la fin du cycle 1, en fonction de la langue maternelle de l'enfant, pour donner les meilleures chances de réussite déjà au début à l'entrée de l'école fondamentale. C'est un projet qui a été suivi très étroitement aussi par les scientifiques et aussi par l'université pour vraiment constater comment évoluent les élèves. Après, maintenant, ça nous a permis, le grand rapport d'évaluation, de dire qu'on constate quand même que l'introduction de l'alphabétisation en français, ça améliore quand même les chances de réussite d'une grande partie de nos élèves. Ça nous aide aussi à faire participer beaucoup de parents, parce que les parents sont importants aussi dans l'accompagnement des apprentissages, qui peuvent mieux suivre les apprentissages, et surtout les enseignants nous donnent le feedback que les enfants participent au cours, que les enfants ont à nouveau une voix au cours, que les enfants n'ont pas peur de parler, mais que se sentent à l'aise et progressent aussi mieux dans leur langue. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que quand on avait fait ce petit reportage là, il y a 1 an ou 2 sur l'éventuel désamour chez les très jeunes pour le français, on nous avait signalé la peur
de parler français chez les jeunes luxembourgeois parce que c'est une langue difficile, c'est vrai, et puis il y a la peur de mal s'exprimer, d'avoir l'air un peu ridicule, quoi. Donc ça va plutôt dans le sens de ce que réclame l'ASTI, ce que j'entends là, Sergio. Ça va dans ce sens, même si bien évidemment, notre réflexion va bien au-delà de l'enseignement fondamental et ça a à voir aussi avec l'utilisation dans l'espace public de la langue. Mais ça va dans ce sens parce qu'évidemment, on donne un signal tout de suite. Et le signal est tout de suite donné de dire il n'y a pas que l'allemand. Il y a aussi d'autres langues. Mais il n'y a pas que le français, il y a aussi l'allemand. Et c'est précisément cette démarche du choix et de l'offre multiple qui, à nous, en tant qu'Asti, ça nous plaît et qui, à nos yeux et aux yeux de beaucoup de gens, c'est pas par hasard que la réforme vient, c'est que il y a des rapports qui le disent depuis les années 60. Rapport Fischbach, fin des années 60, début des années 70, faisait déjà des constats. Mais bien évidemment, on sait que, où que ce soit dans le monde, changer dans l'éducation, c'est toujours pas évident parce qu'il y a toujours, bien évidemment, des résistances parce qu'on est habitué à faire comme ça pour pouvoir en changer et ça marche plutôt bien. Donc, c'est un discours qu'on entend relativement souvent. Dans ce cas précis de l'alphabétisation en langue française, c'est plutôt ça qui nous plaît, c'est le choix. Et cette possibilité que les parents et les enfants, à un moment donné aussi, je pense, parce qu'il faut leur donner aussi la parole, auront la possibilité d'aller vers un choix qui est plus proche de ce qu'ils ont comme environnement langagier autour d'eux. Et cette possibilité, bien évidemment, elle est un avantage. Et pour nous, il n'y a que à poursuivre cette voie, parce qu'effectivement, et comme vous l'avez dit, Martine, il y a eu quand même des projets pilotes et des projets pilotes qui montrent la validité de cette approche. Et je crois que ce que Martine a dit, et c'est très important, parce qu'on l'entend souvent, c'est que c'est pas abolir l'allemand comme langue d'alphabétisation. Pas du tout. C'est offrir autre chose de plus. Et ce que nous voulons dire avec cette approche et cette brochure aussi, c'est pas de dire que le français doit s'opposer au luxembourgeois ou à l'allemand ou même à l'anglais, qui s'impose aussi, lui aussi, de plus en plus dans notre société. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait notre richesse et c'est ça qu'on aimerait continuer à le faire. Il y a quand même un chapitre un peu provocateur dans le document qui s'intitule « La langue française, langue mal aimée dans l'enseignement luxembourgeois ». J'imagine que vous ne partagez pas ce constat, Martine. Non, je pense pas parce que vraiment, comme j'ai dit, les classes francophones, c'est une offre qu'on développe une offre à part de l'offre existante en allemand qu'on est en train de développer vraiment dans tous les niveaux d'enseignement. Maintenant, on commence en septembre avec la première année du projet Alpha, de la réforme Alpha, où vont avoir les premiers entretiens d'orientation. Donc, la réforme va commencer l'année prochaine, 27-28 dans toutes les écoles du pays, mais on n'arrête pas d'investir dans la diversité de notre système scolaire. Quand je pense aux établissements secondaires, l'offre des classes francophones est en train d'augmenter constamment, et ça dans tous les niveaux d'enseignement, au classique, au général, mais aussi dans la voie de préparation. On n'aime pas, mais on apprend. Le français, je plaisante. Je rebondissais sur le désamour de tout à l'heure. En tout cas, il y a une offre et la possibilité de l'apprendre dans de bonnes conditions au Luxembourg, et ça grandit. C'est ce qu'on doit retenir. Oui. Alors, Alex Montero, je ne sais pas quelle était votre langue principale à l'école, mais d'après vos anciens professeurs, vous ne l'aviez pas dans votre poche. Et elle vous sert beaucoup, cette langue, puisque vous avez la particularité d'être à la fois humoriste et psychologue. C'est en France, à Strasbourg, que vous avez découvert l'improvisation durant vos études. Mais d'après mes informations, je ne sais pas si elles sont fiables, c'est du RTL Info, vous avez tenté le stand-up en anglais avant d'opter pour le français. Cette langue qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vrai ça ? C'est vrai, quand j'ai commencé... c'est RTL Info. Oui, ça ne peut être que vrai. Donc, quand j'ai commencé le stand-up au Luxembourg, c'était en anglais parce qu'il n'y avait pas de scène française au Luxembourg à l'époque. C'est pour ça. Donc, je devais jouer dans la langue qui était proposée ici. C'était des scènes ouvertes que je cherchais pour pouvoir tester un petit peu. Et donc, c'était en anglais. La première année que j'ai fait, c'était en anglais avant de partir à Thionville, à Metz, etc. Et puis, on a ramené ça un petit peu au Luxembourg. C'est pas moi qui ai ramené le stand-up au Luxembourg, attention. Enfin, pas en français. Mais les petites scènes ouvertes, en tout cas, ouais, on était à plusieurs à ramener ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire sur cette langue française aujourd'hui, Alex ? Alors, déjà, moi, j'ai eu peur en recevant votre mail, Jérôme, parce que je me suis dit que cette émission allait très mal tourner. Alors, tout commençait bien. Dans le mail, Alex, on a besoin de toi, tu es le meilleur, ton humour élève mon niveau, etc. Enfin, rien de spécial jusque-là. Et puis, d'un coup, je lis que le thème de l'émission, c'est « A-t-on besoin du français au Luxembourg ?» Français écrit avec une majuscule, donc moi je croyais que vous parliez du peuple. Ça aurait été un retournement de veste spectaculaire, un coup d'échec tridimensionnel de votre part en tant que Français vous-même. Je me suis dit, sacré raciste, même les membres de l'ADR auraient été là. Mais non, cook, il y a une traute ce Japes. Remarquez qu'on ne les a pas invités. Mais en fait, ce n'était qu'une phrase qui démarrait à la ligne et donc il y a une correction automatique qui change tout. Et donc nous parlons de la langue française, bien entendu. Et pareil, je ne vous remercie qu'à moitié, Jérôme, de m'inviter. C'est-à-dire, moi, en tant que luxembourgeois aux origines clairement portugaises, parce que oui, même à la radio, ça se voit que je suis portugais, pour parler de la langue française, j'ai l'impression que quoi que je dise, c'est foutu d'avance. Donc, je sens donc déjà la pluie de commentaires remplis de fautes d'orthographe en français, s'il vous plaît, au sujet de mon passage. Alors, foutu pour foutu, je tiens à prévenir tout le monde, il se peut qu'il y ait des accents. Voilà. J'ai plus rien à perdre. Si vous m'avez invité, donc, c'est pour que je tranche sur l'importance de la langue française au Luxembourg. Vous vouliez un avis clair, et bien, je vous le donne. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Eh bien, ça dépend de comment. Oui, comment on utilise la langue. Alors, à nouveau, là, je me fous de l'accent. Moi, je trouve que les accents ont tous leur charme. Il y a un effort mélangé aux racines. Que ce soit l'accent luxembourgeois, le soleil t'attaque la tête alors met une casquette, que ce soit l'accent français, du muss een cap op den cap machen, weil sonst son aïe aïe aïe, ou encore l'accent portugais, pas la peine de casquette, ou soleil, c'est notre ami. Voilà, je me suis mis tout le monde à dos, même ma famille, je m'en fous. Mais je me suis dit, c'est pas Daniel Motigno qui a le monopole de l'accent. On l'embrasse. Moi, je ne parle pas des accents, donc, mais des fondations. Parce que moi, il y a encore une semaine, je participais à un cours de yoga et le prof me dit « Mets le truc derrière la tête, sinon tac-tac, et c'est bof après. » Alors, je n'étais pas plus souple, ni plus éclairé, mais très confus. Alors moi, évidemment, je veux que la langue française, elle perdure, bien entendu, ne serait-ce que par égoïsme, autrement, j'ai plus de chroniques sur RTL. Mais en plus, aussi pour certains luxembourgeois, que je croise régulièrement, qui en me voyant, alors que je leur parle au Platz Voyage, se forcent à me parler en français. Par gentillesse, j'imagine, quand ils voient mon visage, la couleur de mes cheveux et mon nom de famille, donc il faut les soutenir aussi. Et plus sérieusement, moi, dans le rapport de l'ASTI, j'ai lu une phrase qui m'a le plus touché, c'est celle qu'il faut préserver la langue française, mais aussi la langue luxembourgeoise et allemande. Donc l'essence même de cette requête, pour moi, elle veut tout dire. On veut du multilinguisme, donc pas favoriser au profit d'eux, parce que le problème central serait donc de penser que choisir une langue, et on l'a déjà dit, ça voudrait dire qu'on rejetterait les autres. Donc préférer ne signifie pas écarter pour autant. Donc ne développons pas de phobie, parce que ça peut aller très vite. Avoir peur de quelque chose peut nous amener à la détester, et ça peut être dangereux. Donc, alors c'est vrai que la plus-value du Luxembourg, ça a été dit, c'est de parler de plein de langues. Et parfois c'est bordélique. Moi j'aime ça. Alors moi je parle 5 langues par exemple, comme pas mal de monde ici. Ça fait, pardon. Oui, pardon. Non, moi je suis le français. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit pas mal de monde. Et donc ça fait de moi quoi ? Au Luxembourg, rien de spécial, juste un citoyen comme un autre. À l'étranger, un génie. Et donc nous avons au Luxembourg déjà 3 langues administratives, même si au final on sait tous qu'elles ont une petite fonction à part les unes des autres. Le luxembourgeois c'est pour s'intégrer. Le français pour l'administratif, l'allemand pour le shopping à Trèves. Et moi, j'aime bien. Pour élever les chiens aussi. Il paraît que ça marche bien l'allemand, c'est vrai. J'ai vu ça dans un film. C'est monosyllabique. Ouais. Je crois que c'est plus efficace, effectivement. Donc j'aime ce bordel. Et même dans les réunions, ça m'est arrivé de participer à des réunions qui partent un peu dans tous les sens. Qui a préparé le PowerPoint de Frank Menas-Krank? Should we ask Mathieu to take over? Nein, der hat Urlaub. Alex, podemos continuar en portugais? Oui, ça donne un peu mal à la tête. Mais au Luxembourg, on ne choisit pas une langue, on apprend à vivre avec toutes. Et franchement, vu le bordel, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Merci, Alex Montero. On enchaîne. Laura Hengs, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'Institut national des langues au Luxembourg. On lit sur votre site que l'Institut s'engage à promouvoir le plurilinguisme, faciliter l'intégration sociale, contribuer à l'employabilité, c'est dur à dire, l'employabilité des personnes, entre autres. Alors avant d'engager la conversation, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir enregistré au Luxembourg il y a quelques semaines. Alors on est en train de parler en français. Qu'est-ce qu'on peut dire de la langue française dans ce pays ? Elle est pratiquement, je dirais, omniprésente. Et d'ailleurs, c'est peut-être un problème pour ceux qui ne parlent pas le français, parce que pour les expatriés français, c'est quand même très facile. Franchement, on n'a pas de problème de
je pense, d'intégration. Vous voyez ici, tout le monde parle français. Le français, c'est la première langue, je dirais, presque du Luxembourg. Pour vous, elle représente quoi la langue française au Luxembourg? En fait, était la façon pour entrer au Luxembourg. Je n'ai pas encore appris le luxembourgeoise, j'ai essayé plusieurs fois, c'est très difficile. Est-ce que vous sentez quand même que parfois il y a un petit peu de crispation quand les luxembourgeois sont obligés de passer au français? Je pense qu'effectivement, la moindre des choses, c'est qu'on fasse l'effort d'apprendre la langue. C'est peut-être un minimum de respect, c'est pas évident, mais d'ailleurs j'essaye moi-même, donc je pense que c'est la chose à faire vis-à-vis d'eux, ouais, de leur montrer que nous aussi on peut apprendre une autre langue quand ils en parlent même 4. On n'est pas obligé de savoir parler ni allemand ni luxembourgeois. Bien sûr, c'est un plus, si on peut le faire, c'est mieux. Nous les Français, on est un peu feignants. Tout à fait, j'avoue. Exactement. Si on peut apprendre le luxembourgeois, évidemment, j'ai essayé, honnêtement, quand je suis arrivée, j'ai essayé. Mais étant donné qu'ils sont très tolérants aussi vis-à-vis de ceux qui ne parlent pas le luxembourgeois, c'est pas vraiment une obligation et on se sent pas... Non, c'est chouette. Alors ça vous semble fidèle à ce que vous voyez tous les jours à l'Institut, Laura, ce qu'on vient d'entendre? Cela représente effectivement la réalité. Donc, c'est des francophones qui vont apprendre le luxembourgeois chez nous, oui. Alors, on croise souvent des personnes, quand on fait des micro-trottoirs, qui essayent d'apprendre le luxembourgeois, on en a entendu là, et qui finalement se disent les gens sont bienveillants, tout le monde parle français, et puis c'est dur. Alors, vous, ceux qui viennent, qu'est-ce qui les motive à apprendre? Alors, je commence par les Français qui veulent apprendre le luxembourgeois, parce qu'ils nous intéressent un peu plus dans cette émission. Je pense que les Français qui viennent chez nous pour apprendre le luxembourgeois, c'est ce qui est dit dans le micro-trottoir, oui. C'est pour s'intégrer, c'est pour le geste. D'accord. Alors, on est en train de faire une émission sur un risque éventuel pas de disparition, mais de déclin du français au Luxembourg. Vous, si je vous dis ça, et vous qui constatez vous êtes aux premières loges de la réalité linguistique du pays, comment vous réagissez à ce risque potentiel? Nous, notre public, donc c'est des adultes et en ce moment, et les 10 dernières années, c'est surtout la demande du français qui a augmenté. Et c'est en ce moment la langue la plus demandée. Donc on a aussi des cours à visée professionnelle de niveau débutant à 1 jusqu'à B2 et c'est la plus grande demande. Alors, est-ce que ça entre en contradiction avec votre document? Je ne pense pas. D'ailleurs, on le dit et la brochure parle d'un paradoxe et c'est précisément ce paradoxe. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais je crois me rappeler des statistiques d'INL aussi, mais toutes les langues sont en croissance, le français, le luxembourgeois surtout, bien évidemment, mais la demande d'offres de cours luxembourgeois a elle aussi augmenté, si je ne me trompe pas. Ce qui montre qu'il y a un intérêt pour ce multilinguisme quand même dans certaines partie de la société, mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est précisément ça dont on veut attirer l'attention. Mais bien évidemment qu'au niveau de l'INL, et nous on remarque aussi, l'ASTI, au-delà de son travail politique, a depuis des années des cours de langue. Et depuis quelques années, on a cessé de faire des cours de langue et on fait une autre chose, c'est la pratique des langues. Parce qu'une des difficultés pour les gens, pour s'approprier d'une langue quelle qu'elle soit, le luxembourgeois peut-être davantage, c'est précisément l'utilisation quotidienne de cette langue. Et si on ne l'utilise pas quotidiennement, s'il n'y a que cet utilitarisme dont on parle aussi dans la brochure, on perd la confiance, on gagne peur de dire une bêtise et une connerie, alors que c'est comme ça qu'on apprend les langues. Et c'est surtout cette question du passage entre les cours et l'application dans la vie quotidienne pour les adultes et pour les jeunes exactement la même chose. Et c'est là où on doit, je pense, et nous pensons, faire plus d'efforts pour que cette langue devienne plus une langue dont l'usage est plus émotionnel aussi que pas seulement utilitariste et ainsi de suite. Laura, il représente quoi le français dans votre offre, dans le nombre de personnes qui... Là, pour l'année dernière, par exemple, c'était 6800 personnes. Donc c'est quand même la plus grande. C'est la plus grande. C'est la langue la plus demandée en termes de cours. Et c'est quoi? C'est l'emploi la raison principale ou c'est plus une intégration sociale? Pour le français, c'est quand même assez spécifique parce que on a une forte demande pour les niveaux débutants, mais aussi avancés. Donc je pense que les niveaux débutants, c'est les personnes qui viennent d'arriver, et ceux qui sont au niveau B1, B2, intermédiaire,
Ils en ont besoin pour le travail ou pour changer de travail, pour des réinsertions professionnelles, pour valider des diplômes. Donc, Alors, je pense que les raisons sont multiples. Oui. Et donc, ceux qui veulent s'améliorer, c'est pas simplement entrer, mais s'améliorer, c'est uniquement professionnel, à votre avis? Il y a de tout, oui. Mm. Mais c'est aussi professionnel, oui. Et en général, ce sont des gens qui ne parlent pas encore luxembourgeois, j'imagine? Il y a aussi tous les profils, oui. Il y a des gens qui parlent déjà le luxembourgeois qui prennent des cours de français au Luxembourg. Il y a les deux, oui. Notre constitution est écrite en française. Les lois luxembourgeoises sont fixées en français. C'est la version française qui prime. Donc, dans un état de droit, et c'est ça aussi une de nos préoccupations, c'est que dans un état de droit où les lois sont quand même celui qui régit notre vie quotidienne, la compréhension plus approfondie de cette langue, elle est très importante, nous le pensons. En fait, j'y pense, c'est les Luxembourgeois aussi qui ont fait leurs études, par exemple, à l'étranger, et qui reviennent et qui veulent travailler au Luxembourg et qui vont, par exemple, vouloir rafraîchir leur niveau de français, ou qui remarquent qu'ils ont des lacunes et qui veulent effectivement améliorer leur niveau. D'accord. Préparer un concours, oui. Ouais, qui n'ont pas pratiqué pendant un nombre d'années tellement important qu'ils ont besoin de faire un petit update, comme on dit. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas trop abordé, mais j'aimerais vous faire réagir un peu tous en cette fin d'émission. Alors, on a compris que voilà, les temps changent, la jeunesse est peut-être moins portée sur la culture francophone, plus sur la culture germanophone, voire même anglophone maintenant, avec Internet et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et là je lance le débat, aussi un déclin de comment dire, de la prédominance de la culture française, mais ça on le lit un peu dans votre document. C'est-à-dire qu'avant, on avait... C'est de votre faute. Ouais, c'est de notre faute. On avait quand même des acteurs culturels dominants, indiscutables. Et aujourd'hui, c'est quoi les grands artistes français qui rayonnent voilà, par rapport à... Vous citiez Jacques Brel, qui n'est pas français, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Léo Ferré, pour la chanson, mais il y avait aussi des grands écrivains internationaux. Aujourd'hui, en fait, tous les pays, toutes les cultures produisent voilà, des choses culturelles intéressantes que les gens s'approprient. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait du déclin du rayonnement de la France? Qui veut réagir? D'une certaine façon, oui, bien évidemment. Prenons, moi je suis directeur politique de l'ASTI, donc prenons l'exemple de la politique. Désolé, mais quand on regarde de l'autre côté de la frontière, vous êtes venus des Belges, plus des Français, mais en dehors des boutades. Mais c'est clair et net qu'il y a... il n'y a pas la même omniprésence de la culture française qu'il y en avait il y a 20 ans, 30 ans. Il y a par contre, et c'est là aussi où on ne doit pas être assez manichéiste ni absolutiste dans cette discussion, c'est qu'il y a des rappeurs que nos jeunes luxembourgeois écoutent au même titre qu'ils écoutent parfois des Allemands, même s'ils ne comprennent pas tout le sens de tous les mots. Et il y a d'autres nouvelles stars qui s'affichent, qui se présentent. C'est cette omniprésence presque monopole que la France a d'une certaine façon perdue. Mais ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y a pas d'intérêt. Il y a plein d'exemples. Les francopholies à Esch, ça fait des années que le succès est exponentiel. On voit aussi pas mal de productions musicales en langue française aussi au Luxembourg. Et d'ailleurs, sans lever trop le voile, mais on va lancer à la fin de l'année, d'ailleurs, comme on le disait dans la brochure, ce concours d'une chanson en langue française. On pourra y revenir peut-être une autre émission. Oui, on en fera l'écho. Mais l'idée, c'est bien évidemment de sortir de cet utilitarisme et de se dire... La langue française, on peut jouer avec elle de la même façon qu'on joue avec l'anglais ou avec d'autres langues qui sont plus attrayantes aujourd'hui. Vous qui vivez tous au Luxembourg, je crois que je suis le seul à ne pas vivre au Luxembourg. Est-ce que vous êtes un peu tourné sur la culture française? Ah, pardon. Les émissions, la culture. Martine, vous suivez des choses qui viennent de France?
Oui, j'aime bien la chanson française. Je suis un grand adhérent à la chanson française. J'écoute beaucoup de musique française. Et je trouve, quand je pense aux écoles, je trouve que c'est la culture, c'est un moyen important pour aussi apprendre une langue, pour pratiquer une langue, un autre moyen pour s'exercer dans une langue. Et je visite beaucoup d'écoles, je vois beaucoup de projets intéressants pratiqués par les élèves, des spectacles musicaux, des pièces de théâtre en français, pour vraiment s'adhérer à une culture française. Je pense que la culture française, elle est quand même présente dans nos écoles. On a une bonne collaboration aussi avec l'ambassade de France pour les concours d'éloquence, pour des concours. Et j'admire toujours les jeunes qui osent de montrer leur talent en exerçant la langue française. Laura, vous êtes un peu tournée aussi par... Oui, ça reste quand même. J'étais quand même enseignante de français, j'ai fait mes études en France, j'ai un cercle d'amis francophones, donc oui. Donc c'est encore très présent. Oui. Ça s'est dilué avec le temps. C'est-à-dire que en grandissant, c'était beaucoup la culture française qui était présente aussi dans ma maison. C'est-à-dire quand on regardait quelque chose, que ce soit à la télé, la musique, etc., c'était en français. Et en fait, je pense juste qu'en grandissant et en vieillissant, juste un peu plus ouvert à d'autres cultures aussi. C'est-à-dire que ça c'est un peu plus dilué peut-être, mais toujours, oui, toujours. Rosa, un peu plus maintenant. On sait que quand vous étiez jeune, non, mais... Je dirais pas un peu plus. Je trouve que c'est toujours un peu de tout. Ce qu'on a ici, et ça nous caractérise beaucoup. Mais ce que je pense, c'est qu'ici au Luxembourg, on a quand même un niveau d'exigence très haut au niveau des langues, surtout à ceux qui ont fait l'école ici. Et je pense que c'est ça le facteur en fait qui donne peut-être ce sentiment de peur de parler une langue qui n'est pas dominée à la perfection. Et par exemple, si on prend l'exemple des jeunes luxembourgeois qui ne veulent peut-être pas trop s'exprimer en français, ils parlent beaucoup mieux français que beaucoup d'autres personnes. Mais c'est vraiment le niveau d'exigence au Luxembourg qui est, en allemand, on serait Fluch und Segen. C'est super parce qu'à la fin, on est des polyglottes, on va ailleurs dans le monde et tout le monde voit, waouh, vous parlez comme ça toutes ces langues. Mais ici, dans le pays... parfois, si on ne parle pas parfaitement, donc on essaye peut-être de parler moins une langue, et dans le cas des luxembourgeois, parfois c'est le français, parce qu'on se sent plus à l'aise en luxembourgeois ou en allemand. Et c'est très très dommage, parce que là, je suis beaucoup d'accord ici avec Alex, les accents, c'est génial. Moi, je pense que ça fait complètement, c'est super intéressant d'entendre les gens parler les langues, le français aussi, avec un certain accent. Et je trouve qu'on est vraiment... un cas très particulier au Luxembourg. Je ne pense pas que les langues vont se perdre sur le chemin. Je pense qu'il faudra peut-être relativiser un peu le fait qu'on n'a pas besoin d'être parfait dans tout et dans toutes les langues. On devrait seulement les parler entre nous et ne pas avoir peur. Bon, Gaëlle, forcément, vous êtes un peu tourné vers la culture française, mais même professionnellement, vous êtes obligé. Oui, un petit peu obligé, effectivement, mais je suis assez d'accord avec Alex, c'est-à-dire que ça s'est dilué. Il y a eu l'arrivée de toutes les plateformes de streaming aussi qui nous ont inondé de tout ce qui est anglais, américain, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pas forcément négatif, mais je pense que dans ces vagues répétitives, il y a eu aussi un effort de la part du Luxembourg et des Luxembourgeois de se réaffirmer aussi ces dernières années, le Let's Make It Happen, etc. Ça a quand même été une grosse campagne qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui va et qui vient. Il y a eu une époque où le français était très bien regardé au Luxembourg, aujourd'hui un petit peu moins. Peut-être que si vous parlez à des générations un peu plus jeunes, ils seront beaucoup plus anglophones que francophones éventuellement. Et puis la génération d'après, on ne sait pas, mais je pense que c'est des vagues, ça viendra, ça repartira. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on va continuer à conserver cette ouverture d'esprit et ce multilinguisme qui nous départage vraiment du reste du monde. Ce sera la conclusion de cette émission, parce qu'on arrive
à son terme, tout doucement. Je vous remercie d'y avoir participé. Peut-être un dernier tour de table sur l'actualité des uns et des autres, des choses à suivre au ministère, par exemple. De toute façon, là, il y a les projets pilotes qui vont aboutir à la réforme. Donc, j'imagine que là, il y a des équipes qui vont faire des rapports et vous allez affiner peut-être pour ce projet final d'alphabétisation en français. On a eu un autre rapport d'évaluation qui a confirmé que c'est un choix absolument nécessaire dans notre système éducatif à l'école fondamentale. Pour l'instant, on est en train de travailler sur l'implémentation, on est en train de former des centaines d'enseignants qui commencent au cycle 1. On a une bonne ambiance auprès des enseignants parce que c'est aussi une demande de beaucoup d'écoles qui ont beaucoup de populations proches de la langue française. C'est une demande qui vient du terrain d'avoir cette réforme et les gens sont prêts à s'informer. On travaille maintenant étroitement avec le terrain pour implémenter la réforme, mais on a déjà commencé les réflexions aussi pour les enseignements secondaires. On fait un grand processus de consultation de tous nos partenaires pour vraiment avoir la suite de la réforme alpha aussi au secondaire pour bien adapter les offres et les programmes pour les enfants qui viennent atteindre les lycées en 2033. Ah oui, déjà. Vous voyez loin, c'est bien. Laura, il va falloir ouvrir des groupes supplémentaires, là, il y a trop de demandes. Indirectement en relation avec ça, on a effectivement on va changer de site. Donc, on va encore rester à Mersch à la prochaine rentrée et on pourra, on l'espère, aller à Ettelbruck et peut-être élargir notre offre. Accueillir plus de monde. Oui. Plus de et groupes. Ce sera dans le Nord, oui. Ouais. Plus d'offres francophones, sans doute. On a l'impression que oui, c'est la demande, oui. Sergio, vous êtes content? Votre rapport, votre document, il remue les choses comme vous le voulez? Il y a débat, il y a discussion, c'est ce qu'on voudrait générer et on est très content que ça se passe plutôt d'une façon assez tranquille, même s'il y a ici et là quelques excitations. Et pour ce qui est de l'actualité, dire que l'ASTI offre des activités de pratique de langue, que ça soit le coaching one-to-one ou que ça soit les cafés des langues, et donc pratiquez-le. D'ailleurs, l'INL a aussi des activités dans ce sens, profiter de l'offre qu'il y a pour perdre cette peur de vouloir être parfait ou pour augmenter nos capacités, nos compétences. Et l'expectativiste, comme je disais, soyez attentifs. Il y aura à la rentrée l'annonce de ce concours. Voilà, on en reparlera. Comptez sur nous. On fera une chanson avec l'équipe d'RTL Info. Hein. Ouais, on va s'inscrire. Alex, des dates à annoncer? Je suis en écriture du deuxième spectacle, donc je teste à droite et à gauche mes 5-10 minutes par tranche. Par contre, j'ai une date, si je peux la plugger, comme on dit en français. Ce serait le 24 octobre au Altstadthaus. C'est la 8e édition du Relais du Rire, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose que j'organise depuis 2018 pour faire rire le public, et l'argent qui est récolté est envoyé à la Fondation Cancer. Donc là, on a donc plusieurs humoristes que j'invite tous les ans. Enfin, c'est à chaque fois des humoristes différents ou parfois certains qui reviennent. Le line-up, il est prêt. Je disais, et voilà. Donc c'est le 24 octobre pour la Fondation Cancer. On en reparlera, comptez sur nous. Avec grand plaisir. Rosa, vous travaillez sur quoi en ce moment? Les grands dossiers de Rosa Clemente. Surtout souvent des dossiers sur le social. Je pense que tout le monde pourrait aussi avoir ça comme date. Bien sûr, en mai, on aura bien l'Eurovision et Luxembourg va être représenté aussi par une chanteuse qui chante, cette fois-ci en anglais. L'année dernière, on avait aussi du français. Eva Maria cette année, ouais. C'est ça. Et je pense que ça nous caractérise beaucoup. Et je pense que à suivre, c'est RTL Info, RTL Today et RTL Lutzeburg. On a les langues. Toutes les langues, on essaye d'être le plus présent dans les différentes langues ici au Luxembourg. Bon, Gaëlle, je vous agresse pas, vous rentrez de vacances, vous voulez peut-être vous reposer un peu avant que je vous demande ce que vous allez faire? Moi, ce sera logement. Hein. La Bulimos, c'est pour la semaine prochaine. Donc, C'est vrai qu'on rappelle que Gaëlle Arellano a son podcast consacré au logement, à l'immobilier au Luxembourg. Et il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et c'est mensuel, on peut dire ça? C'est mensuel, voilà. C'est ça. Très bien. Comme Cosmopoly. Alors Cosmopoly, on se retrouve le mois prochain. On va parler salaire minimum au Luxembourg.
On va se battre, je sens qu'on va se battre. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci. Cosmopoly. 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 Cosmopoly.